Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, bienvenue sous ce chapiteau de la Citadelle pour le conseil municipal du jour. Il est 18 heures. Je vous remercie de votre présence. Nous allons démarrer par l'appel. Maître Bézina, Madame Baraja, Monsieur Baucher, Madame Bravetti, Monsieur Zambernardi, Maître Chichmanian, Monsieur Bojanovic me donne procuration, Madame Logier, Monsieur Rigucci, Monsieur Richard Comte donne procuration à Madame Degus, Madame Gisèle Amédéo-Pasqui, Madame Kokloff, Madame Piefort, Monsieur Cosentino, Madame Bonifaci, Madame Degus, Monsieur Capelier, Madame Porte, Monsieur Fugaro, Monsieur Belli, Monsieur Guigaud m'a prévenu qu'il serait en retard. Maître Scolari donne procuration à Madame Bonifaci. Madame Caroline Beuil m'a informé de son absence et est excusée. Monsieur pardon. Alors, Madame Caroline Beuil donne procuration à Monsieur Frédéric Ledeux, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux, Monsieur Frédéric Ledeux. Super. Maître Alain Curti va probablement arriver et Monsieur Franck Marza est avec nous. Bien, nous désignons donc, compte tenu de l'absence... Vous êtes sûr, Carole, que Monsieur Belli est plus jeune que Monsieur Marza ? Moi, je ne crois pas, donc je vais désigner Monsieur Marza comme secrétaire de séance. Je vais vous demander, mes chers collègues, d'approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal du 19 juin. Pas de remarques. Merci pour cette approbation. Avant de passer aux délibérations à l'ordre du jour, je vais vous informer que la délibération numéro 4 est annulée et que la délibération numéro 10 est reportée au prochain conseil municipal qui aura lieu au mois d'octobre. Je veux vous donner deux informations. La première sera un peu longue et je vous prie de m'en excuser, mais je pense que l'enjeu demande quelques informations. Il s'agit des meublés touristiques et je souhaite apporter information sur la mise en place de la réglementation sur le changement d'usage. Vous savez, nous savons tous que le développement des meublés touristiques à destination d'une clientèle de passage, que la forte proportion des résidences secondaires au détriment des logements occupés à l'année ont amené la commune à prendre la tâche des services de la ville de Nice et de la métropole en vue de doter Villefranche, à l'instar de Nice et de nombreuses autres villes touristiques françaises, comme par exemple dans le département des Alpes-Maritimes, Saint-Paul-de-Vence, Menton, Roquebrune, Cap-Martin, d'un dispositif visant à assurer l'équilibre entre le maintien d'un parc de logements suffisant et le développement des activités économiques, tourisme, commerce, activités professionnelles diverses. Il s'agit d'une démarche complexe et nous avons souhaité être accompagnés. Nous avons donc commandé à la société Tourise, avec un Z, qui a notamment travaillé pour la ville de Nice et qui est experte dans la réglementation des hébergements touristiques en France. Nous avons commandé à cette société une étude sur l'évolution du parc d'habitation et du développement des locations touristiques à l'échelle de la commune de Villefranche. Cette étude a été réalisée en février 2023 et elle a permis de constater et de confirmer le fort accroissement du nombre des meublés touristiques au détriment du parc de logements dit classique. Je vous donne quelques chiffres qui sont quand même assez parlants. En 2019, nous avons à Villefranche recensé 445 meublés de tourisme, soit 8% du parc d'habitation de la ville de Villefranche. Plus de 50% de ces meublés de tourisme ont été loués dans le quartier dit du Port, vieille ville, et 34% dans le quartier Col de Villefranche. Entre 2008 et 2019, le nombre de résidences secondaires à Villefranche-sur-Mer a augmenté de 80%. Aujourd'hui, nous avons à Villefranche 2200 résidences principales
et 2600 résidences secondaires. Il y a 20 ans, nous avions 3200 résidences principales et 1800 résidences secondaires. Sur la même période, le prix du marché immobilier a augmenté de 44% pour les maisons et de 34% pour les appartements. Il est constaté de grandes difficultés pour les familles, cadres, fonctionnaires hospitaliers, jeunes actifs ou travailleurs saisonniers pour se loger. Nous avons également à Villefranche une problématique sur les logements sociaux que nous connaissons tous, puisque nous avons 218 logements locatifs sociaux, alors qu'il en faudrait 667 pour répondre aux impératifs de la loi SRU. Nous avons la nécessité de rechercher un équilibre démographique en favorisant l'implantation de jeunes actifs et de familles afin de freiner la diminution de la population et le vieillissement de la population. L'offre de meublés touristiques dépasse l'offre hôtelière sur la commune. Nous avons 2 fois plus de meublés touristiques que de chambres d'hôtel. Et puis nous avons de plus en plus de nuisances causées par les locations touristiques dans les copropriétés. Face à ce constat, la préoccupation de la commune a été de chercher à réguler et à contrôler le développement des meublés touristiques sur notre territoire. Johan Guigaud est donc avec nous. Bonsoir Johan. Pour définir cette régulation, nous avons 2 dispositifs à notre disposition. Le premier, c'est la procédure de changement d'usage. Et le deuxième, c'est la procédure de déclaration et d'enregistrement des meublés de tourisme fixée par le Code du tourisme. La procédure de changement d'usage instaure un dispositif de régulation de la mise en location de meublés touristiques en vue de lutter contre la pénurie de logements à titre de résidence principale, tout en prévoyant une adaptation au contexte local via un règlement. Cette procédure est obligatoire pour les villes de plus de 200 000 habitants, c'est pour ça qu'elle a été mise en place à Nice depuis quelques années, et aussi dans les départements de la petite couronne parisienne, et elle est facultative pour les autres communes qui peuvent décider de la mettre en place sous motif d'intérêt général, comme donc l'ont fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, Saint-Paul-de-Vence, Menton, Roquebrune, Cap-Martin. Conformément à cette loi, le fait de louer un local destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage soumis à l'obtention d'une autorisation temporaire préalable. Les conditions de délivrance sont fixées par un règlement et une autorisation préalable délivrée par la commune. Il convient de préciser que lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, l'autorisation de changement d'usage n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage. Il en est de même pour les chambres d'hôtes ou les chambres meublées. La résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou force majeure. La non-occupation par le propriétaire ne peut excéder 4 mois, soit 120 jours. Donc en résidence principale, si vous louez moins de 120 jours, vous n'avez pas d'obligation d'autorisation de changement d'usage. Le changement d'usage d'un local à usage d'habitation est l'acte de transformer un local destiné à l'habitation au profit d'un autre usage, commerce, bureau, location meublée de courte durée. Les locaux concernés par l'obtention de l'autorisation de changement d'usage sont les meublés touristiques, villas, appartements, studios, meublés à usage exclusif du locataire, offerts à la location d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Ces locaux sont soumis aux dispositions de l'article L631-7 du CCH et au changement d'usage dès le premier jour de la location pour les résidences secondaires et les investissements locatifs et éventuellement pour les résidences principales à compter du 121e jour de location. Les locaux à usage mixte est considéré comme un usage mixte l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale. Ces locaux sont soumis aux dispositions du même article. Les autorisations de changement d'usage peuvent être de 2 ordres, l'autorisation à titre personnel et l'autorisation à titre réel.
L'autorisation à titre personnel est obtenue sans compensation et est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin à titre définitif et pour quelque raison que ce soit à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Concernant les autorisations temporaires de changement d'usage, pour les propriétaires personnes physiques pour l'exploitation d'un local en meublé de tourisme, cette autorisation est incessible et prend fin à l'expiration du délai fixé par le règlement fixant les conditions de délivrance du changement d'usage. L'autorisation à titre réel a quant à un caractère réel et définitif. Elle est attachée au local et non à la personne et elle est soumise à compensation. La mise en œuvre de la procédure du changement d'usage à Villefranche. Elle est un peu compliquée, en fait. Pour la commune de Villefranche, il y a plusieurs actes qui vont être nécessaires. Le premier acte, c'est aujourd'hui, c'est l'information que je donne au conseil municipal et à la population de Villefranche. Le deuxième acte, ça sera le mois prochain, au mois d'octobre, une délibération du conseil municipal. On fera un conseil municipal dédié à cette délibération, qui va saisir la métropole Nice-Côte d'Azur et qui va solliciter l'instauration sur le territoire communal de l'autorisation préalable pour le changement d'usage et également l'adoption du projet de règlement fixant les conditions de délivrance de l'autorisation. Nous avons un projet de règlement qui est ici, que je vais vous faire parvenir pour le prochain conseil municipal où nous allons délibérer sur ce projet. Suite à notre délibération du mois d'octobre, il y aura une délibération de la métropole adoptant le règlement proposé par la commune de Villefranche-sur-Mer. Pourquoi ? Parce que c'est la métropole qui est compétente, car elle est chargée de l'élaboration du PLU métropolitain. Nous aurons cette approbation donc, au bureau métropolitain, ça sera pour le mois de décembre, lors du dernier bureau métropolitain de l'année. En janvier 2024, nous aurons une deuxième délibération du conseil municipal pour instaurer la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable des meublés de tourisme. Cette disposition permettra un meilleur contrôle des meublés touristiques et d'optimiser également la perception de la taxe de séjour auprès des hébergeurs. Au regard de l'étude réalisée par Tourisme et des échanges avec les services métropolitains et afin d'adapter le règlement au contexte local, il est envisagé de distinguer 3 zones dans la commune de Villefranche en fonction de la tension sur le marché immobilier et en fonction du développement des meublés sur la commune. En effet, sur les 445 meublés répertoriés en 2019, et je ne doute pas qu'il y en ait plus encore aujourd'hui, 51% des biens sont loués et se situent dans le secteur Le Port, la vieille ville, soit 11% du parc d'habitation, car il y a dans ce secteur 2172 logements. 34% des biens sont loués au Col et 15% des biens sont loués dans le secteur dit du Montleuze. Nous avons donc retenu 3 zones. Le secteur 1, le port incluant la vieille ville, la Darse, l'Octroi et les quartiers jusqu'au Col et à la Moyenne Corniche. Le secteur 2, dit secteur du Col, englobant Princesse Grasse, le Montalban, avenue Saint-Estève, chemin du Fort, le Vinaigrier, avenue Léopold II, boulevard Septimier-Lazare, Malariba, etc. Dans ces secteurs, les personnes physiques propriétaires pourraient se voir délivrer une autorisation par foyer fiscal. Une autorisation par foyer fiscal pour une durée de 6 ans non renouvelable. Dans le secteur 3, le secteur du Montleuze, qui regroupe le Castellet, Saint-Michel, Édouard VII, la Fontaine du Canet, Grasseuil, l'Ange Gardien, il est envisagé la délivrance de 2 autorisations pour les personnes physiques d'une durée de 6 ans non renouvelable. Les autorisations ne sont pas cumulables par secteur. Ça veut dire que si vous avez une autorisation dans le secteur 1 ou 2, vous ne pouvez pas avoir les autorisations dans le secteur 3. Ça, c'est pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, dont les SCI, l'autorisation préalable au changement d'usage est soumise à compensation dès la première mise en location. Les locaux proposés à la compensation doivent être de qualité et de surface équivalentes à celui
faisant l'objet du changement, et ils doivent répondre également aux conditions de sécurité et de salubrité. Lorsqu'elle sera requise, la compensation consiste en la transformation en habitation de locaux ayant un autre usage que l'habitation au 1er janvier 1970, ou en la transformation en locaux d'habitation de locaux ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme changeant leur destination postérieurement au 1er janvier 1970, ou en achetant un titre de compensation auprès d'un tiers propriétaire de locaux affectés à un autre usage que l'habitation et qui va les transformer en logements. Ne sont pas soumis à compensation les demandes présentées par une personne pour exercer dans le local une profession libérale, réglementée ou non, professionnelle ou commerciale, et nous avons une liste très importante de professions qui sont exemptées. Les demandes présentées par une personne pour y exercer une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie du local d'habitation, local à usage mixte. Le changement d'usage pour la réalisation d'un équipement public ou d'intérêt général. Le changement d'usage pour la réalisation de locaux d'activité en rez-de-chaussée avec vitrine, et ce afin de maintenir le commerce de proximité, particulièrement dans le secteur du port. L'application de la réglementation est envisagée pour le mois de juillet 2024, afin de laisser un délai de 6 mois aux loueurs de meublés existants pour se mettre en règle. L'objectif, donc, c'est un peu de réguler le marché. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appartements à Villefranche pour la location de longue durée. D'autres communes l'ont fait avant nous. Je pense en particulier à la ville de Saint-Malo, où la réglementation a permis de réduire de moitié ce type de location de courte durée. Et suite au diagnostic de la société Touris, il nous est paru indispensable à Villefranche-sur-Mer de proposer cette réorganisation. Donc je vous rappelle le calendrier. Le mois prochain, un conseil municipal où nous délibérerons sur le règlement. Au mois de décembre, ce règlement sera validé par le bureau métropolitain, et au mois de janvier, nous délibérerons pour instaurer la procédure d'enregistrement de déclaration préalable des meublés de tourisme. Voilà l'information que je voulais porter à la connaissance de l'ensemble du conseil municipal et aussi de la population. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Cosentino, je vous donne volontiers la parole. Vous avez un micro pour José Cosentino, s'il vous plaît. Madame Marchessou. Merci, monsieur le maire. Vous n'avez pas traité, enfin, vous n'avez pas donné d'informations ce soir sur les SCI qui ont plusieurs biens en location courte durée, qui en ont 1, 2, voire 5, voire 10. C'est eux qui encombrent et qui... Alors, je crois avoir donné une information sur le sujet, puisque nous avons les personnes physiques et les personnes morales. Et pour les personnes morales, dont les SCI, il y aura une compensation dès le premier logement. S'il n'y a pas de questions, vous avez le temps d'y réfléchir également. Chacun d'entre nous a le temps d'y réfléchir, de me faire part de vos avis, hein, puisque nous allons organiser un conseil municipal sur le sujet le mois prochain, et vous aurez à ce moment-là le projet de règlement qui vous sera fourni en annexe de la délibération. Monsieur Ledeux, vous voulez dire un mot? Oui, est-ce que vous pouvez préciser la compensation dès le premier logement pour les SCI? Ça veut dire qu'il faut de facto, si elles veulent avoir exploité un appartement en location meublée touristique, de transformer par exemple un local commercial ou quelque chose en local d'habitation, ou bénéficier de droits de commercialité, en fait, c'est ça? Avec la même surface. Avec la même surface, oui. Ouais. Mais bon, sur le plan pratique, c'est pas simple quand même. Je sais. Ouais.
Bon, c'est volontaire, j'imagine. C'est volontaire. Pour réguler, de toute façon, il faut que ce soit un peu plus compliqué. Disons que non, c'est pas volontaire. C'est, je pense, rendu un peu obligatoire par le marché actuel à Villefranche-sur-Mer. Si on se, enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Si on se projette sur 30 ans en arrière, on avait 8000 habitants à Villefranche. En 90, on est 5000. On est la commune, Monsieur Poupard est là, et il le retranscrira sûrement, hein, mais ça a fait la une de Nice Matin. On est la commune qui a perdu le plus d'habitants en 30 ans, 42% de la population. On a un nombre de logements qui augmente très modérément pour des raisons géographiques. On est passé en 30 ans de 4800 logements à 5200. Et on avait 3200 résidences principales. On a perdu 1000 résidences principales. Donc si vous mettez 3 habitants par résidence principale, ben ça fait les 3000. En même temps, on a augmenté de 1000 résidences secondaires. Et maintenant, en plus, au sein de tout ça, il y a les 500 Airbnb, quoi. Et donc, à un moment, il faut bien trouver un juste milieu. Moi, je ne veux pas du tout empêcher les gens de travailler, mais aujourd'hui, on se retrouve devant une impossibilité de se loger parce que la location de longue durée, il n'y a plus de logements disponibles, il n'y en a plus aucun. Et donc, c'est vraiment très difficile. Et en plus, je pense, mais je peux me tromper sur ça, mais je pense que forcément, ça fait monter les prix. Parce que vous avez des gens qui achètent des 22 mètres carrés, monsieur Le Deux, à 300 000 € à Villefranche aujourd'hui. Et donc, on arrive à plus de 15 000 € le mètre carré sur des appartements, à plus de 20 000 € le mètre carré sur des villas. Je pense que, voilà, on est à un moment charnière où il faut que chacun puisse travailler, mais chacun prenne ses responsabilités aussi. Sur le logement, à Villefranche, c'est très difficile. Et je pense que c'est notre devoir d'examiner cette situation de très près. C'est pour ça qu'on a fait appel à cette société. Merci, monsieur le maire. Non, je pense aussi que c'était important de coller au plus près à ce qui avait été mis en place à Nice, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'attractivité sur le Airbnb de Villefranche, dans la mesure où dans les premières propositions que vous aviez, c'était de limiter à un seul Airbnb, sans plus effectivement de développement que ça. On aurait pu penser qu'on aurait pu le faire à vie, mais je pense qu'effectivement uniformiser la réglementation sur des villes qui sont qui ont des frontières communes, c'était indispensable pour que finalement il n'y ait pas de fuite d'investisseurs niçois à Villefranche. Donc non, c'est ce qu'il fallait faire. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on va dire que c'est ce qu'il fallait proposer. Ça mérite encore probablement d'être débattu et développé. Merci beaucoup, monsieur Le Deux. Il n'y a pas de vote ce soir, hein, puisque c'est une information. Et donc, je vais vous donner une deuxième information. Et c'est Jean-Louis Baucher qui va nous en parler un peu plus précisément. On a eu un accident mortel cet été à Villefranche. Une dame qui promenait son chien qui a été écrasée au feu rouge au passage piéton du boulevard Napoléon III en face des immeubles Les Marinières. Et bon, on en a beaucoup parlé. Il a été dit un certain nombre de choses. Jean-Louis Baucher, je voulais lui donner la parole pour qu'il nous apporte quelques précisions. Merci, monsieur le maire. Oui, ça a fait beaucoup parler, ça a beaucoup écrit sur cet accident. C'est un accident malheureux, malheureusement. Pour votre information, je vais revenir en arrière. En 2016, la commune, nous avions proposé un aménagement pérenne sur la totalité du boulevard Napoléon III depuis l'entrée de l'Ange Gardien jusqu'au carrefour du Pont-Saint-Jean. C'était un aménagement qui était relativement onéreux. Certainement, il n'aurait pas empêché cet accident, puisque cet accident, quel que soit l'aménagement qui aurait été sur place, c'est une infraction au code de la route, c'est un feu rouge qui a été grillé, donc il n'aurait rien empêché. Néanmoins, on a eu un accident mortel il y a à peu près 2 ans aussi, qui aurait pu être empêché. Donc voilà, et cet aménagement nous avait été refusé par le conseil syndical des marinières. Il faut le dire, voilà, je le dis sans vouloir polémiquer, mais voilà. Et donc, suite à ça, nous avons une commission de circulation qui aura lieu le 2 octobre, là, et nous allons, avant la fin de l'année, mettre en place un îlot central qui sera au passage piéton en face des Marinières avec un tri-flash et des J11 tout le long, depuis l'Ange Gardien jusqu'au carrefour. Donc voilà, c'est un aménagement qui devrait être fait, je pense, je regarde sous l'œil de mon collègue adjoint aux travaux, avant la fin de l'année, en attendant que l'on retravaille sur quelque chose de définitif l'année prochaine. Voilà, monsieur le maire.
Merci. C'est une zone qui est dangereuse et qui a été ciblée comme zone dangereuse par le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que la moyenne Corniche, où nous avons eu plusieurs accidents de scooters, 3 accidents mortels ces 3 dernières années. Et, moi, je regrette simplement que quand l'État dit qu'il y a une zone qui est dangereuse, ben, l'État ne fasse rien. Et donc aujourd'hui, la commune va prendre les choses en main. Mais je voulais quand même faire ce petit rappel. Nous avions déjà envisagé un aménagement en 2016. Voilà. Nous allons passer maintenant à l'examen des points à l'ordre du jour. La première délibération, il s'agit de l'actualisation du siège de la métropole. Mes chers collègues, par délibération numéro 1-3 du 29 juin 2023, le Conseil métropolitain a approuvé à l'unanimité la modification des statuts de la métropole Nice-Côte d'Azur. Les conseillers municipaux des communes membres ont 3 mois à compter de la modification de cette délibération, intervenue le 21 juillet 2023, pour se prononcer sur ce changement à la majorité qualifiée. À défaut de délibération dans ce délai, la décision sera réputée favorable. La modification statutaire sera entérinée par arrêté préfectoral. Je vous demande de bien vouloir adopter la modification statutaire portant sur l'actualisation du siège de la métropole Nice-Côte d'Azur, transféré à l'immeuble Le Connexio, 1-3 route de Grenoble, 06 200 Nice. La délibération du 29 juin 2023 et les statuts modifiés étaient annexés à votre ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce changement de siège de la métropole qui était auparavant en mairie de Nice? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci beaucoup. Nous allons passer à la délibération numéro 2, Maître André Bézina, pour le personnel communal. Il s'agit de la mise à jour du régime des heures supplémentaires et des heures complémentaires. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération municipale du 22 juin 2011 a été mise en place une indemnité permettant de rémunérer les agents communaux dont les fonctions le justifient par des heures supplémentaires ou complémentaires. Retenez ça, supplémentaires ou complémentaires. Il convient d'actualiser les modalités d'attribution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l'IHTS, dont le versement est limité à un contingent de 25 heures par mois et par agent. À titre exceptionnel, pour une durée limitée, il peut être procédé à des dépassements de ce plafond mensuel de 25 heures sur décision de l'autorité territoriale. Le versement des IHTS, encore une fois, indemnités horaires pour travaux supplémentaires, nécessite que soient précisées, tout d'abord, les catégories de personnel pouvant bénéficier des IHTS et, parmi ces catégories, les emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. D'abord, un petit distinguo entre les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique et ou de l'autorité territoriale. Ces heures n'ont pas vocation à se répéter indéfiniment, elles doivent rester ponctuelles, exceptionnelles. Les heures complémentaires sont les heures faites par des agents à temps non complet, donc complémentaires non complets, jusqu'à hauteur d'un temps complet. Seuls les agents à temps non complet peuvent effectuer des heures complémentaires. Et bien évidemment, au-delà de la 35e heure, il s'agit d'heures supplémentaires, les 35 heures étant la durée légale de travail. Elles sont effectuées par des agents à temps complet ou non complet. Quels sont les bénéficiaires de l'IHTS? Les agents de catégorie C ou B, toutes filières confondues, ainsi que certaines catégories A de la filière médico-sociale, titulaires, stagiaires et contractuels de droit public sont éligibles à l'IHTS. Il sera proposé d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'État, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des catégories B ou C. Après les bénéficiaires de l'IHTS, quelles sont les conditions d'octroi? Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret
de 2002, du 14 janvier 2002 et du décret du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Les heures sont effectuées par nécessité de service sur demande de l'encadrement. Celles-ci sont effectuées, constatées et contrôlées et donnent lieu à l'établissement d'une feuille de pointage validée par l'agent, le responsable de service et la direction générale. À titre exceptionnel et pour une durée limitée, il peut être procédé à des dépassements de ce plafond mensuel de 25 heures sur décision du chef de service. Le comité social territorial est immédiatement consulté. Des heures supplémentaires ou complémentaires au-delà de ce plafond peuvent également être effectuées dans les cas d'événements graves ou imposant une mobilisation des compétences dont seuls quelques agents sont détenteurs. Les opérations de recensement, les opérations électorales, les grands événements festifs ou exceptionnels. Ces indemnités pourront être étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence, sauf si le contrat de ces agents prévoit un régime d'indemnisation similaire. Troisième volet, le premier volet étant effectivement les bénéficiaires de l'IHTS, le second, les conditions d'octroi, le troisième volet, le paiement ou la récupération des heures supplémentaires et des heures complémentaires. La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d'un repos compensateur. À défaut d'une compensation sous forme de repos compensateur, l'heure supplémentaire est indemnisée. Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent dans les conditions suivantes. Taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois, montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 1820 puis multiplié par 1,25. Taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois, montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 1820 puis multiplié par 1,27. Vous ferez les calculs. L'heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu'elle est effectuée de nuit et des 2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jour férié peut être envisagée dans les mêmes proportions que celle fixée pour la rémunération. Majoration de 100% pour le travail de nuit et de 2/3 pour le travail le dimanche et les jours fériés. Quatrième volet, le contrôle des heures supplémentaires. Le contrôle est effectué sur la base d'un décompte déclaratif. Le comité social territorial doit être saisi avant toute délibération sur les heures supplémentaires. Réuni le 15 septembre, il a été informé de la nécessité de regrouper les anciennes délibérations en une seule délibération et de mentionner que les filières et les catégories concernées en raison du changement constant de dénomination des grades et des cadres d'emploi, et ce, dans un souci de simplification. Vous m'exonérerez de la lecture du tableau que vous avez tous. Il prévoit l'administratif, les animations, le culturel. Tous les secteurs concernés figurent dans ce tableau, quasiment, oui, dans leur exhaustivité. Je vous demande de bien vouloir adopter la délibération portant actualisation du régime des heures supplémentaires et des heures complémentaires. Le comité social territorial, réuni le 15 septembre 2023, a émis un avis favorable à l'unanimité sur les modalités proposées. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, nous procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est l'unanimité, monsieur le maire. Merci André. Nous passons au point numéro 3. Il s'agit de la classique demande d'autorisation d'ouverture des magasins Picard pour décembre 2024. Monsieur Baucher. Oui, monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, donc l'article L 3132-26 du Code du travail
prévoit la possibilité d'une suppression occasionnelle du repos dominical dans le commerce de détail sur arrêté municipal. Conformément à cet article, la décision du maire doit être prise après avis du conseil municipal. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. La commune de Villefranche a reçu par courrier du 4 juillet 2023 une demande d'autorisation d'ouverture des établissements Picard surgelés pour 4 dimanches du mois de décembre 2024, à savoir le dimanche 8 décembre 2024 aux horaires habituels, le 15 décembre 2024 toujours de 9h à 19h, le 22 décembre 2024 de 9h à 19h30 et le dimanche 29 décembre de 9h à 19h30. La société Picard justifie sa démarche par le souhait de répondre à la demande de sa clientèle, mais aussi par l'impact important de ces journées sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, la pérennité économique et le développement de ces magasins. Je vous demande de bien vouloir émettre un avis sur ces ouvertures exceptionnelles de dimanche pour l'année 2024, étant précisé que les salariés concernés par cette ouverture exceptionnelle bénéficieront d'une majoration de 100% des heures travaillées ce jour-là et d'un repos compensateur à prendre dans la quinzaine suivante ou précédant ce dimanche. Y a-t-il des questions ? On peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Merci beaucoup. Nous passons donc aux délibérations financières. On commence par le numéro 5, Maître Chichmanian. Il s'agit de la mise en place de la nomenclature M57. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je ne vais évidemment pas tout lire. Je vous dirai l'essentiel et le plus important. Avant tout, un rappel du contexte réglementaire et institutionnel. En application de l'article 106 grand 3 de la loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'Assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une concertation étroite entre la Direction générale des collectivités locales, la Direction générale des finances publiques, les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici le 1er janvier 2024. Bien sûr, différents établissements l'ont déjà adopté, notamment la région, mais également la métropole depuis plusieurs années. La nomenclature M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient donc les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Je vous donne un exemple. La faculté est donc donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits de chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements font l'objet d'une communication au conseil municipal. Compte tenu de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 pour le budget principal à compter du 1er janvier 2024. Deuxième point, la fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations prévus en M57. La mise en place de cette nomenclature au 1er janvier 2024 implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. L'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Cet amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par le conseil municipal pour chaque catégorie de biens
sauf exception, prévue par les articles R 2322-1 du CGCT. Dans le cadre de la mise en place de M57, il est proposé de mettre à jour la délibération numéro 12 du 17 mai 2021 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature. C'est la délibération suivante. En fait, cette nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable. La ville de Villefranche calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine avec un début des amortissements au 1er janvier N+1. Ce changement de méthode comptable s'appliquera de manière progressive et ne concernera que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2024 sans retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine. Le troisième point sur l'application de la fongibilité des crédits. L'instruction comptable M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Dans ce cas, le maire informe l'Assemblée délibérante de ces mouvements de crédit lors de la plus prochaine séance. À titre d'information, le budget primitif 2023 s'élève à 12 149 000 € en section de fonctionnement et à 4 333 698,15 € en section d'investissement. La règle de fongibilité des crédits aurait porté en 2023 sur 911 175 € en fonctionnement et sur 325 027,36 € en investissement. Le comptable public a fait part de son accord à ce changement de nomenclature. Il est donc demandé au Conseil d'adopter la mise en place de cette nomenclature budgétaire M57 pour le budget principal de la ville de Villefranche à compter du 1er janvier 2024, à conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter de cette date, d'approuver la mise à jour de la délibération 12 du 17 mai 2021 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation au prorata temporis, aménager la règle du prorata temporis pour les subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Autoriser Monsieur le maire à procéder à compter du 1er janvier 2024 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Autoriser enfin Monsieur le maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de cette délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Merci beaucoup. Le point suivant, toujours sur le M57, approbation du règlement budgétaire et financier. Maître Chichmania. Merci, Monsieur le maire. Ce règlement budgétaire et financier a pour vocation de rappeler les normes tant légales que réglementaires ainsi que les éventuels processus de gestion propres à la commune qui se dotent d'un tel document. Il est défini ainsi un référentiel commun et une culture de gestion partagée. Ce règlement décrit, entre autres, les grands principes et phases budgétaires. Il permet également d'identifier le rôle de chaque acteur, notamment entre l'ordonnateur et le comptable. Il fixe les modalités de préparation, l'adoption et l'exécution du budget, de même que les règles de gestion relatives aux autorisations de programme et crédits de paiement, qui sont par ailleurs les éléments obligatoires du règlement. Ce règlement budgétaire et financier comporte 3 parties, couvrant l'ensemble du champ comptable, budgétaire et financier, soit
La première partie, le budget, un acte politique. La deuxième partie, l'exécution budgétaire. La troisième partie, les opérations financières particulières et opérations de fin d'année. Le règlement budgétaire et financier évoluera en fonction des modifications législatives et réglementaires. Il sera donc proposé au Conseil d'adopter ce règlement financier qui est l'annexe numéro 3 qui se décompose en 19 pages dont j'espère que vous allez me dispenser la lecture. Je vous dirai simplement ce qui me paraît quand même important et puis je n'ai même pas attendu votre réponse pour m'en dispenser. Dans l'ensemble, nous y retrouvons les éléments que nous connaissons, donc un cycle budgétaire qui est toujours le même, qui est un débat d'orientation budgétaire, ce débat qui porte sur les éléments municipaux et permet au conseil municipal de s'exprimer après en avoir pris connaissance. Ce débat a lieu au plus tôt 2 mois avant le vote du budget primitif. Nous y retrouvons la confection du budget primitif. La ville s'engage à voter son budget primitif au plus tard le 15 avril de l'année. La ville, bon, les tenues des réunions budgétaires, des lettres de cadrage, et tout ceci n'est pas changé. La ville a fait le choix de vote par nature. Le budget est ainsi présenté par chapitre et par article budgétaire. Il est voté au niveau des chapitres. Il y aura évidemment un budget supplémentaire, l'affectation des résultats. Un point va changer, c'est qu'il n'y aura plus désormais un compte administratif, celui du maire, et un compte de gestion, celui du trésorier, dissociés. Il y aura un compte unique qui est un compte de synthèse. Et il y aura enfin des gestions par autorisation de programme, dont les définitions et développements sont indiqués dans cette annexe numéro 3. Y a-t-il des questions? Monsieur Caruso est prêt à répondre à toutes les questions. Il est derrière moi, sage, mais il n'y a apparemment pas de questions. Donc nous procédons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Troisième délibération, Maître Chichmanian, sur le M57. Il s'agit de la fixation des nouvelles règles d'amortissement. Merci, Monsieur le maire. La nomenclature comptable M57 implique des changements de pratique en matière d'amortissement des immobilisations. L'amortissement s'effectuera désormais de manière immédiate au prorata temporis. Il s'agit d'une modification de la date de démarrage de l'amortissement qui, dans l'esprit de M57, a vocation à offrir plus de cohérence et de lisibilité. L'objet de la délibération est donc de fixer les conditions d'amortissement que vous avez en annexe 4. Et je soumets donc l'objet de cette délibération. L'amortissement sera linéaire et la règle du prorata temporis sera appliquée. Les différentes durées d'amortissement sont répertoriées dans l'annexe jointe. Les annuités d'amortissement seront arrondies à l'euro inférieur. Les immeubles affectés à l'usage du public ou à un service public ne seront pas amortis. Seuls les immeubles productifs de revenus, quel que soit le droit d'usage prélevé, seront amortis sur une période de 50 ans. Les biens de faible valeur pour lesquels le prix unitaire est inférieur à 500 € seront amortis sur une période de 1 an l'année suivant leur acquisition. La règle du prorata temporis ne sera donc pas appliquée. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Unanimité. Merci, Maître Chichmanian. Une dernière délibération financière. Il s'agit de l'amortissement exceptionnel de frais d'études sur une année. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. La commune de Villefranche adoptera donc à compter du 1er janvier 2024 la nomenclature M57 et dans un souci de fiabilisation de l'actif de la commune et sur recommandation du service de gestion comptable de Cagnes-sur-Mer, il convient de procéder à des régularisations. Ces ajustements portent d'une part sur les frais d'études suivis de travaux et dont les travaux sont à ce jour terminés et d'autre part de frais d'études non suivis de travaux. L'ensemble de ces opérations ont été menées pendant les années 2007 et 2015.
Afin d'apurer l'actif de la commune, il convient de procéder à leur amortissement en 1 an. Cette durée d'amortissement n'était pas prévue par la délibération du 17 mai 2021. Il s'agit d'opérations comptables qui n'entraînent aucun décaissement de la part de la commune. Les crédits correspondent. Bon, il est donc demandé au Conseil d'adopter l'amortissement exceptionnel des frais d'études sur 1 année, sans donc incidence financière, pour un montant de 3 millions d'euros. Y a-t-il des questions? Une précision. Si j'ai bien compris la délibération, elle vient apurer un peu le périmètre financier autour des communes, et c'est utile, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'effectivement, l'amortissement se ferait sur 1 an, que les études étaient suivies d'un effet ou pas sur le plan des travaux. Ça, c'est curieux. J'ai ma réponse. Il m'a dit oui. Il a dit oui. Là, j'ai regardé très bien, lui. oui. Merci. Alors, oui. Merci. Juste petite question, parce que là, on parle d'un principe d'amortissement exceptionnel des frais d'études, et après, on repart sur un montant précis. Alors, je ne sais pas si on vote un principe d'amortissement sur 1 an, ou si on vote une délibération consistant finalement à amortir sur 1 an des frais d'études. C'est amortir sur 1 an les frais d'études passés, puisque vous voyez que c'est de 2007 à 2015. Donc c'est une sorte de régularisation qui nous est suggérée par le trésorier. D'accord. Et c'est une fois. C'est le passé, c'est une régularisation de nos comptes. Ça n'a rien à voir aux délibérations précédentes où on change de façon. Non, rien à voir. Rien à voir. D'accord. Très bien, merci. Y a-t-il. Alors, nous allons procéder au vote. Des votes contre? Des abstentions? Abstention. 2, 3. Qui vote pour? Merci, j'ai terminé, monsieur le maire. Merci beaucoup. Je veux juste revenir sur une petite chose. Non, mais c'est pas sur ça, André. C'est sur la taxe foncière. Taxe foncière. Je ne sais pas si vous avez vu la télé hier soir. Il y a monsieur le président qui a dit que si la taxe foncière augmentait, ce n'était pas à cause du gouvernement, c'était à cause des communes. Donc c'était à cause des maires. Alors il ne loupe jamais une occasion de se faire des amis. Donc je voulais juste préciser que vous avez reçu votre taxe foncière et que cette taxe foncière à Villefranche, elle a augmenté de 7,1%. Et donc vous vous dites, y compris vous, conseils municipaux, c'est pas possible. On a dit qu'on n'augmentait pas la taxe foncière cette année. On l'a voté au budget. Donc je vous confirme que la commune n'a pas augmenté la taxe foncière. La commune a décidé de ne pas augmenter la taxe foncière. Et pourtant, la taxe foncière a augmenté de 7,1% parce que le gouvernement a refusé de bloquer les bases cadastrales, les bases locatives, qui sont indexées souvent sur l'inflation. Et donc, comme on a une forte inflation cette année, eh ben la taxe foncière a augmenté de 7,1% sur décision gouvernementale. Souvent, c'est 1%, 1,5%, 1,25%. Il y a eu des années où c'était 3%. Donc, je voulais juste m'inscrire en faux sur ce qu'a dit le président de la République hier. Si la taxe foncière de Villefranche a augmenté, ce n'est pas à cause du maire ni du conseil municipal, puisque nous l'avons bloqué. C'est une décision gouvernementale qui en est à l'origine. Nous passons à la délibération numéro 9. On va parler de tourisme et Monica Logier va nous faire sa demande de renouvellement en classement commune touristique. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. La demande de dénomination de commune touristique est exprimée par délibération du conseil municipal et du président de l'EPCI, accompagnée d'un dossier complet tel que prévu à l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 2008 modifié. Cette dénomination est délivrée par arrêté préfectoral pris pour une durée de 5 ans. Les conditions à remplir pour se voir accorder cette dénomination, remplies par la commune de Villefranche-sur-Mer, sont fixées à l'article R 133-32 du Code du tourisme, à savoir disposer d'un bureau d'information touristique métropolitain classé, rattaché à l'Office du tourisme métropolitain en 2019, organiser en période touristique des animations culturelles, artistiques, gastronomiques ou sportives, et disposer d'une proportion minimale
d'hébergements touristiques variés, hôtels, résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, camping, chambres d'hôtes, anneaux de plaisance, résidences secondaires pour la population non permanente. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du tourisme, notamment son article L133-11, vu la loi numéro 2006-437 du 14 avril 2006 modifiée, portant diverses dispositions relatives au tourisme, vu le décret 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 1, vu l'arrêté interministériel du 16 avril 2019 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment ses articles 1 et 2, vu la loi de 2014-58 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, c'est la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, et vu la loi numéro 215-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, vu l'arrêté préfectoral en date du 12 juin 2019 classant l'Office du tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur dans la catégorie 1 des offices de tourisme, considérant que pour conserver le classement de la commune de Villefranche-sur-Mer en station de tourisme, obtenu par décret du 27 novembre 2012 pour une durée de 12 ans, la commune doit solliciter au préalable le renouvellement de la dénomination de commune touristique. Je vous demande de bien vouloir autoriser, Monsieur le maire, à solliciter la dénomination de commune touristique selon la procédure prévue à l'article 1 du décret 2008-884 susvisé, et autoriser, Monsieur le maire, à signer toute pièce nécessaire à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique qui sera adressé à Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes. Avez-vous des questions ? Alors on procède au vote. Y a-t-il des personnes contre, qui s'abstiennent? Merci. Et qui votent pour à l'unanimité? Merci. Merci Monica. Le numéro 10 est donc repoussé au prochain conseil municipal. Nous passons à la 11. Il s'agit de l'actualisation des stocks et des tarifs des produits qui seront proposés à la boutique des musées. Madame Laugier. Merci. Alors que les musées de la Citadelle sont actuellement fermés et en attendant les travaux de la future galerie des musées de la Citadelle située en vieille ville, la boutique des musées de la Citadelle reste ouverte et se renouvelle. Elle présente une offre de produits variés, cartes postales, affiches, sacs, livres et objets souvenirs. Cette programmation est l'occasion de faire entrer un nouveau produit qui est le livre des escaliers de Villefranche au tarif de 18 € et de fixer un tarif permanent pour le catalogue des expositions annuelles et l'affiche de l'exposition annuelle, le catalogue à 12 € et l'affiche à 10 €. Je vous propose de bien vouloir adopter les tarifs des produits précités, la nouvelle grille tarifaire étant annexée à votre ordre du jour. Y a-t-il des questions ? Alors nous procédons au vote. Y a-t-il des personnes contre ? Qui s'abstiennent? Qui votent pour? Merci. Merci beaucoup. Point numéro 12. Il s'agit de la présentation d'œuvres, commission scientifique de restauration de la DRAC PACA. Madame Laugier. Merci. Le chantier des collections des musées de la Citadelle avance. Et c'est dans ce cadre que l'équipe des musées programme des restaurations d'œuvres d'art. Une première commission devant un jury composé de membres éminents de la profession muséale et de représentants de l'État et de la région PACA s'est tenue en avril et a acté la restauration de 9 œuvres majeures des collections. Une deuxième commission est organisée par la DRAC PACA pour 13 œuvres dont le détail était annexé à votre ordre du jour. Ces restaurations sont nécessaires et ce lot sera suivi d'autres lots dans les 3 prochaines années afin de pouvoir ouvrir les musées de la Citadelle fin 2025.
Je vous propose de bien vouloir acter la présentation de ce lot d'œuvres devant la commission scientifique de restauration du 12 octobre 2023. Un extrait du dossier qui sera présenté devant la commission était joint en annexe de votre ordre du jour. L'ensemble du dossier était consultable au secrétariat pendant les heures d'ouverture. Monsieur le maire, est-ce que je peux faire des précisions sur les œuvres? Oui, bien sûr, allez-y, Monica. Alors, c'était pour préciser que les œuvres, bien sûr, elles étaient annexées, donc on sait qu'il y avait des œuvres importantes et donc majeures, puisque nous l'avons dit. Mais j'aimerais préciser aussi que nous avons des œuvres que beaucoup de personnes ne connaissent pas, et j'en profite aujourd'hui de le dire parce que nous avons beaucoup de Villefranchois qui nous écoutent. Et il est important de préciser, parce que ces œuvres, nous en sommes garants, nous devons bien sûr bien les conserver, mais je vais vous donner la liste de ces œuvres que vous ne devez pas, parce que nous avons effectivement le musée Volty, nous avons le musée Götz-Baumeister, mais dans ces œuvres qui font partie de notre musée de France, certains ne savent pas que nous avons un Picasso, un Miro, un Hartung, un Zhao Wuqi, un Francis Picabia, un Victor Bauer, un Vieira da Silva, des Cocteau, qui sont dessins et céramiques, et des Slaves du 19e et du 20e siècle, dont Répine. Ce sont des œuvres majeures. Répine pourrait aujourd'hui être tout à fait dans les collections du Petit Palais de Paris. Et d'ailleurs, je dois préciser qu'en 2022, il y a eu une exposition au Petit Palais de Répine, qui fait partie d'une des plus grandes gloires de l'art russe. Donc il était important que tous les Villefranchois le sachent, que nous mettions ça à votre connaissance. Et voilà, donc d'où l'importance de toutes ces œuvres à restaurer et qui sont... voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, Monica. Si, je crois que... Une question? Pardon, Madame Marchessou, Madame Marchessou, oui. Je voulais simplement rappeler qu'il y a quelques années, du temps de M. Calderoni, il existait un petit catalogue qui répertoriait toutes les œuvres qui étaient en possession du musée de Villefranche. Donc il y avait des œuvres qui avaient une valeur, d'autres qui en avaient moins. Il y avait même des dons qui avaient été faits par des Villefranchois. Et tout était répertorié dans ce petit catalogue. Non. Vous ne l'avez pas retrouvé? Non, tout n'était pas répertorié. Ah, peut-être pas tout. Hein. Non, enfin, loin de là. Il y avait beaucoup de choses qui étaient Donc, répertoriées. nous sommes en train de répertorier tout ce qui n'a jamais été répertorié, justement. Oui. Donc, effectivement, il y avait eu des œuvres qui avaient été répertoriées, mais nous sommes loin de la totalité de tout ce que nous avons. Et qui le sera, justement. Tout le travail est fait par la directrice des musées et la régisseuse. C'est un travail de très, très, très longue haleine, puisque nous sommes en train si vous voulez, de tout planifier, de tout mettre et de tout répertorier, justement pour que toutes les œuvres soient bien répertoriées, mais en plus que tout le monde soit au courant de toutes ces œuvres, qui sont très riches. C'est parfait, je vous remercie pour votre réponse. Et je vous en prie. Merci beaucoup. D'autres questions? Nous procédons au vote. Y a-t-il des personnes contre? Des personnes qui s'abstiennent? Merci. Et à l'unanimité? Merci. Merci beaucoup. Nous passons à la délibération numéro 13 de régularisation d'œuvres par la commission scientifique de la DRAC. Madame Laugier. Oui. Le chantier des collections des musées de la Citadelle avance et c'est dans ce cadre que l'équipe des musées engage un travail de régularisation de certaines œuvres présentes dans les collections. En effet, une partie des collections n'est pas sous l'appellation Musée de France. Or, elles sont majeures d'un point de vue de l'histoire de l'art et témoignent de l'importance de Villefranche-sur-Mer et du site de la Citadelle en tant que lieu patrimonial et muséal de premier plan. Il est nécessaire de régulariser les chefs-d'œuvre n'ayant pas cette appellation en les faisant entrer dans ce que l'on appelle la collection Musée de France. C'est le cas de l'œuvre de Jean Cocteau intitulée « Sans titre » de 1952 qui sera présentée le 11 octobre 2023 devant la commission composée de membres éminents de la profession muséale et de représentants de l'État et de la région PACA. Je vous propose de bien vouloir acter la présentation de cette œuvre devant la commission scientifique de régularisation et d'acquisition du 11 octobre 2023,
Un extrait du dossier qui sera présenté devant la commission était joint en annexe de votre ordre du jour. L'ensemble du dossier était consultable au secrétariat général pendant les heures d'ouverture. Y a-t-il des questions ? Alors on procède au vote. Y a-t-il des personnes contre ? Des personnes qui s'abstiennent et qui votent pour ? Merci. À l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, une demande de subvention exceptionnelle pour le VSJB Omnisport. Madame Kokloff. Chers collègues, suite à la dissolution de l'association VSJB Athletic Club, une nouvelle association, le VSJB Omnisport, s'est constituée et a été déclarée en préfecture des Alpes-Maritimes le 13 juin 2023. Elle a pour objet la pratique des activités physiques et sportives sous toutes ses formes, entraînement, stage, compétition. L'activité handball, section VSJB handball, est la première activité mise en place par la nouvelle structure qui compte parmi ses adhérents 70% de mineurs issus du canton, dont plus de 35% de jeunes Villefranchois. Afin de faire face aux dépenses de fonctionnement de cette première année d'exercice, le président de l'association a déposé en mairie le 18 septembre 2023, un dossier de demande de subvention exceptionnelle pour assumer les dépenses liées aux frais d'engagement des équipes, frais de ligue et fédération, frais d'arbitrage pour la catégorie régionale, défraiement des éducateurs bénévoles, achat de matériel, ballons, maillots. Le montant de la subvention demandée est de 3 000 €. Afin d'accompagner l'association dans la pratique de handball en faveur de la jeunesse, je vous propose de bien vouloir accorder une subvention de 3 000 € au bénéfice de l'association VSJB Omnisport. Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 20 421. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Votez à l'unanimité, monsieur le maire. Merci Claudie. Information du Conseil sur les décisions prises par délégation. Maître Bézina. Merci monsieur le maire. Bon, ce n'est même pas une délibération, c'est une information classique. Vous connaissez les principes. Au début de la mandature, autorisation est donnée à monsieur le maire d'accomplir un certain nombre d'actes sans en référer ou sans solliciter l'autorisation préalable du conseil municipal, mais l'obligation que lui fait la loi, c'est d'en rendre compte. Donc, par délibération du 4 juin 2020, le conseil municipal a délégué à monsieur le maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées. Vous avez un tableau. Conformément à l'article L 2122-23 du CGCT, celui-ci doit en rendre compte en conseil municipal, c'est ce que je viens d'indiquer. Les décisions prises par le maire par délégation figurées dans les tableaux annexés à votre ordre du jour. Vous avez deux listes. Une liste concernant les marchés publics qui a été notifiée du 14 février au 7 septembre 2023 et une information concernant les autorisations d'ester en justice. C'est le joli mot pour dire de faire des actions en justice ou de se défendre d'ailleurs. Il y en a quelques-unes ici. Voilà. Merci beaucoup André. Quelques informations. Nous aurons jeudi une conférence de la SPMV sur les Vikings. À partir de vendredi, c'est la fête patronale, donc je compte sur votre présence à tous. Vendredi à 17h, le festin de la Bugada, place Félix Poulan. Un dîner dansant sous le chapiteau ici même à 19h30. Samedi, les Aubades dans la ville à partir de 9h30 devant la citadelle. Le concours de boule carré à 14h30. Le concours de pétanque à 18h30. Dimanche matin, la messe chantée par le groupe Olivula à 10h à l'église Saint-Michel. L'apéritif à 11h30 sur la place Félix Poulan. Dimanche 1er octobre, concert Passion Baroque avec l'association des Amis de l'Orgue à 16h à l'église Saint-Michel. Samedi 30 et dimanche 1er octobre, le passage de l'Ultra Trail à l'école Saint-Michel en journée, mais aussi la nuit. Au mois d'octobre, c'est Octobre Rose avec l'événement rare
au parking des Marinières le 1er octobre. Lundi 2 octobre, le vernissage des artistes villefranchois au foyer de l'auditorium à 18h. Mardi 3 octobre, une conférence de l'UVIA sur l'éducation à Athènes par le professeur Jean-Michel Galli à l'auditorium. Mercredi 4 octobre, la reprise des cours de l'atelier municipal de sculpture de Marie Adamo Bronsomme. Jeudi 5, une conférence Sciences pour tous sur la rencontre des gamètes et le développement des embryons. Vendredi 6 octobre, les Marinières en rose font du théâtre à l'auditorium de la Citadelle à 20h. Samedi 7 octobre, un concert gratuit de jazz à la Trinquette Thomas Delors. La Trinquette qui devient un club de jazz connu sur la Côte d'Azur. Samedi 7 et dimanche 8 octobre, la Resquillade au port de la Darse. Dimanche 8 octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, les Marinières en rose, un aquathlon réservé aux femmes. Dimanche 10 octobre, conférence de l'UVIA, la chute du mur de Berlin. Mercredi 11 octobre, journée de formation à l'espace France Service. Vendredi 13 octobre, atelier numérique à l'espace France Service. Samedi 14 octobre, dans le cadre de la fête des théâtres de Nice, une maison de poupées à Citadelle Art à l'auditorium. Toujours samedi 14 octobre, nettoyage des plages et des fonds marins de 9h à midi, plage des Marinières. Dimanche 15 octobre, la fête de l'automne au quartier Saint-Michel. Mardi 17 octobre, une conférence de l'UVIA sur Compostelle. Vendredi 20 octobre, les Olympiades interentreprises à la Citadelle toute la journée. Toujours vendredi 20 octobre, le passage des coureurs de l'Urban Trail de Nice à la Darse vers le Mont-Boron. Dimanche 22 octobre, la cérémonie de la Malmaison, André à l'église Saint-Michel. Toujours dimanche 22 octobre, le passage des coureurs Swim Run Côte d'Azur en rade de Villefranche. Mardi 24 octobre, encore un atelier numérique pour la gestion et le tri de la boîte mail à l'espace France Service. Du vendredi 27 au 30 octobre, le festival du film russe. Samedi 28 octobre, deuxième édition du trophée hommage à Anton Djanan au stade Bonifaci. Je vous souhaite une belle soirée et merci de votre présence.